Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Camille. Quoi dire d'autre sur moi? J'ai 29 ans, je suis professeure de français et passionnée de littérature. Et justement, les deux vont ensemble, c'est que parler littérature avec mes élèves, ça a fait son temps, c'est très intéressant de temps en temps, mais c'est pas aussi intéressant que de parler littérature avec d'autres adultes passionnés. Et donc, c'est ce que j'aimerais faire avec cette chaîne YouTube. Donc, le centre de la chaîne, ce sera la littérature, mais je vais probablement parler d'autres choses culturelles, comme les expositions, les musées que je pourrais visiter, ou les films que je pourrais aller voir, même si je ne suis pas une grande cinéphile, loin de là. Je n'ai pas une grande culture du cinéma, malheureusement. Et le troisième point sur lequel je pense que je vais beaucoup parler, c'est la danse, parce que c'est mon autre passion à côté de la littérature. Mais le centre, ça restera la littérature. D'ailleurs, c'est ce sur quoi je vais parler dans un deuxième temps dans la vidéo. Et le but, c'est premièrement de dépasser un peu une relation de consommation que j'ai avec la littérature depuis quelques années. Quand j'étais étudiante, je parlais énormément de littérature avec mes amis qui étaient eux aussi étudiants en littérature. Et ça s'est un petit peu perdu maintenant que je suis professeure, bizarrement. Et je suis entrée dans un rapport de consommation avec la littérature où je lis beaucoup, je lis plus qu'avant même. Mais c'est un peu comme si je passais d'un livre à l'autre et que l'idée c'était plus de lire plus que de vraiment m'approprier mes lectures. Et je suis vraiment en manque de ça, de me poser, de réfléchir, de m'approprier, de voir comment ça se reflète dans ma vie, comment ça peut nourrir mon existence. Et je pense que d'avoir cette chaîne, ça va pouvoir me donner cet espace pour réfléchir et vraiment digérer, si j'ose dire, mes lectures au fur et à mesure des mois à venir. Donc c'est ce que j'espère. Et deuxièmement aussi, je suis très nostalgique de ces longues conversations autour de la littérature que j'avais avec mes amis. Donc j'espère que cette chaîne va me permettre des conversations dans les commentaires, mais aussi autre part, et de pouvoir générer des échanges nourrissants entre moi et vous. Oui, de temps en temps, je regarde ce que j'ai prévu parce que sinon, je me connais, ça va être le bordel. Donc, je regarde de temps en temps ce que j'ai prévu pour la vidéo. Oui, donc, j'aimerais bien commencer tranquillement en faisant un petit peu un bilan littéraire de 2022 et en commençant par les temps forts de cette année. Donc, premier temps fort, c'est le prix des libraires en scène, qui est un prix de librairie, comme son nom l'indique, des librairies en région parisienne. Ces librairies sont en association et ils font une sélection de 6 livres, voilà, ça, 6 livres. Et ensuite, le public, les lecteurs, doivent faire un classement de ces 6 livres. On a, je crois, 4 mois pour les lire, même peut-être moins. Et ensuite, on doit faire une sélection. C'est un prix des lecteurs. J'y ai participé pour la 4e fois cette année, je crois, 3e ou 4e fois. Et c'est toujours un plaisir parce qu'en fait, ils sélectionnent des livres qui sont parus dans l'année ou l'année d'avant. Et donc ce sont des livres ultra contemporains, c'est toujours de la fiction, c'est important de le dire. Et c'est une sélection d'ouvrages à la fois francophones, mais aussi de langue étrangère en traduction. Et c'est toujours très intéressant pour moi de découvrir des livres vers lesquels je ne me serais pas tournée. Et j'aime bien l'idée d'avoir une liste imposée. Alors, quand j'étais étudiante, c'était pas forcément ce que je préférais, quoique, si, peut-être que j'étais l'une des rares à beaucoup apprécier le fait qu'on m'oblige à lire des livres. J'avoue que j'ai beaucoup découvert grâce à ça, à cette nécessité de lire des livres vers lesquels je ne me serais pas tournée. Et donc, retrouver ça, j'aime beaucoup. En plus, je participe à ce concours avec ma maman. Et c'est vraiment très appréciable. Enfin, moi, j'aime beaucoup
discuter avec elle autour de livres qu'on a lus toutes les deux. J'ai apprécié énormément son regard sur les livres, son interprétation. Elle voit toujours des choses, des détails que moi j'ai pas perçus et ça nourrit des conversations vraiment très intéressantes. J'adore ça. Voilà. Voilà, comme ça je vous ai parlé de ma maman dès la première vidéo. Voilà, c'est clair. Ensuite, autre temps fort de 2022, c'est que j'ai souscrit à la chaîne d'Anthestésia et j'ai donc participé au club de lecture d'Anthestésia et de Nabolita. Et j'ai lu à nouveau une sélection de livres vers lesquels je ne me serais pas tournée. D'ailleurs, ah non, il n'y en a aucun dans la deuxième partie, parce que dans la deuxième partie de la vidéo, je vous parle de mes 5 livres préférés ou les plus marquants de l'année. Mais j'en cite aucun, mais il y a vraiment eu de très très belles lectures. Je pense notamment au Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras qui était vraiment incroyable. Je pense aussi au Maître et Marguerite de Bulgakov qui était aussi incroyable aussi, qui m'a duré longtemps, je l'ai lu cet été. C'était magnifique, une grande plongée dans une aventure, enfin bon, incroyable, je vous le conseille vraiment. Et troisième livre qui m'a marqué cette année, c'est mince. Ah oui, Le clan du Sorgho Rouge de Moyane, que je n'aurais absolument pas lu dans une autre situation et que je ne regrette absolument pas d'avoir découvert. Donc je remercie beaucoup Anthestésia et Nabolita de proposer ces lectures qui sont vraiment très enrichissantes et en dehors de ma zone de confort très souvent. Et à nouveau, il y a aussi toute l'idée de partage dans ce club de lecture qui est vraiment très appréciable et qui m'a beaucoup nourrie cette année, qui a fait de la lecture une activité beaucoup moins solitaire et ça c'est vraiment appréciable. Cette année, j'ai aussi, grâce à Anthestésia et Nabolita, entrepris de lire les Rougon-Macquart du premier tome jusqu'au dernier. Alors, j'en suis pas du tout au dernier, ça c'est certain. J'ai fini de lire son Excellence Eugène Rougon, qui est le 6e tome, et donc voilà, hein, elles en sont déjà au 10e, hein, donc voilà, il va falloir que je rattrape tout mon retard. Et le prochain que je dois lire, c'est L'Assommoir, qui sera donc une relecture. Autre moment marquant de l'année, c'est que je me suis acheté une liseuse, une Kobo pour faire de la pub. Et voilà, j'étais contre les liseuses pendant très longtemps. Et en fait, j'avais pas réalisé le confort de lecture qu'il y a dans une liseuse par rapport à un ordinateur. Et j'ai de plus en plus d'ouvrages numériques que je ne lis pas parce que c'est impossible pour moi de lire sur l'ordinateur. C'est un inconfort horrible. Et la liseuse, en fait, elle donne vraiment la même sensation que de lire du papier. Et sur du papier, et donc vraiment ça a changé ma vie, je l'ai tout le temps dans mon sac, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins lourd. Enfin c'est vraiment, voilà, je ne pensais pas le dire un jour, mais ça a changé ma lecture, voilà. Et je lis beaucoup plus dans les métros, je fais beaucoup de trajets pour aller au travail, et voilà, je lis même des ouvrages que j'ai pas envie d'acheter, et je les lis puisque je les ai en version numérique. Donc voilà, ça a changé mon existence, si j'ose dire. Et donc ça m'a permis de lire cette année 45 livres, ce qui est un petit peu moins que l'année dernière. Je me donne toujours l'objectif de lire à peu près 50 livres, c'est-à-dire un à peu près toutes les semaines, mais j'y arrive jamais. Je suis vraiment une lectrice très 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 lente. J'aime bien lire des très longs livres aussi, donc ça joue. Mais voilà, j'aimerais vraiment arriver aux 50 livres, mais vous voyez, je suis déjà à nouveau dans un rapport de consommation, d'objectifs voilà, numérique. Donc il faut peut-être que je m'enlève ça de la tête pour trouver un rapport plus sain avec la littérature. Voilà, c'est beaucoup de choses à faire cette année. Justement, donc les 5 livres les plus marquants ou que j'ai préférés cette année, j'en ai choisi que 5, mais il y en a beaucoup plus. J'ai eu vraiment une bonne année de lecture. J'ai vraiment apprécié tous les livres ou presque que j'ai lus cette année. Non, vraiment tous les livres.
même la sélection des prix des libraires en scène, souvent, il y en a certains que j'aime pas du tout, je les finis mais je les aime pas du tout. Là, je les ai vraiment tous aimés. Je vous conseille d'aller voir cette sélection de 6 livres parce qu'ils étaient vraiment, vraiment bien cette année. Je les conseille tous, vraiment. Il y en aura d'ailleurs dans ma sélection, mais voilà. J'en ai donc choisi que 5 pour me restreindre. Et ils sont pas ni dans l'ordre de préférence, ni dans un ordre chronologique quelconque. C'est-à-dire ça suit ni l'année de parution, ni quand est-ce que je les ai lus. Enfin, vraiment, là, je crois que ça ne suit aucune organisation quelconque. Et je pense que sur ma chaîne, ce sera souvent comme ça. Donc, il faudra accepter le fait que ce soit pas du tout organisé. Voilà. Je scripte un peu, mais enfin, si vous voyez le script, oui, voilà, c'est à peine scripté, quoi. Hein. Bon, alors, je les ai même pas mis dans l'ordre sur la pied, donc génial. Ok, donc je vais commencer avec Infinite Jest de David Foster Wallace, qui est le livre... alors pour le coup, c'est le premier livre que j'ai fini en 2022, en janvier. D'ailleurs, quand j'ai vu la liste des livres sur Goodreads, j'avais complètement oublié que je l'avais fini en janvier. En même temps, c'est parce que je pense qu'il m'a duré très très longtemps en 2021. Donc dans ma tête, c'est plus un livre de 2021. Vous voyez, c'est énorme, c'est écrit... Oups, là. C'est écrit très petit à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai lu en anglais. Je ne sais pas si je conseillerais de le lire en anglais parce que même moi qui ai plutôt un bon niveau, c'était quand même très très exigeant comme lecture. Mais en même temps, c'était très exigeant parce que le style de David Foster Wallace, il est très particulier. Et donc, je pense que malheureusement, on perd énormément dans la traduction. Je serais très curieuse d'aller jeter un œil, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, d'aller jeter un œil dans la traduction sur certains moments qui me semblent très très difficiles à traduire. Voilà. Par contre, récit incroyable, incroyable. Alors, c'est à la fois un récit qui est suivi à la fois des vignettes, parce que vignettes, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on suit plusieurs sous-intrigues. Il y a une intrigue de fond, donc en gros, il y a une vidéo. Voilà, je vais pas m'amuser à résumer de manière, je vous le dis tout de suite, les résumés, c'est pas du tout mon truc. Je déteste faire ça. Donc je vais le faire un peu, mais ça sera toujours très léger et probablement très brouillon à chaque fois. Donc, Infinite Jest, le synopsis, si on veut, c'est qu'il y a une vidéo à Boston qui tourne, et cette vidéo, elle paralyse ceux qui la regardent parce qu'elle est trop drôle, si j'ose dire, mais enfin, ouais, vous voyez même, c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de dire, et tout le livre est extrêmement paradoxal parce que, effectivement, la comédie croise très très souvent la tragédie, c'est d'ailleurs beaucoup plus une tragédie qu'une comédie, mais il y a des instants qui sont vraiment drôles ou qui ont attrait à la farce. David Foster Wallace, il mélange les genres de manière très subtile, très intelligente. Chaque instant, j'ai vraiment eu cette impression que chaque instant avait un fort arrière-plan symbolique que je n'étais pas forcément toujours capable de déceler, notamment parce que c'est pas ma langue, donc ça rend les choses très difficiles. Et il y a vraiment une plongée dans ce que c'est le désespoir et dans ce que c'est être un être humain face à son propre désespoir, face à sa propre finitude, face à son propre corps, ses propres incapacités. C'est vraiment aussi une histoire, une exploration de ce que c'est d'être à la marge. Et moi j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup explorer, la marginalité. Voilà, de la drogue, la dépendance, vraiment la noirceur humaine. Mais ce qui était très très beau dans ce livre, c'est que toute noirceur humaine, je dirais pas est compensée, parce que c'est pas du tout une compensation, mais mêlée d'une beauté, d'une luminosité de certains personnages qui peuvent être à la fois très très noirs, mais en même temps très très lumineux, notamment
un personnage en particulier, et son nom m'échappe maintenant, évidemment, dont le destin dans tout Infinite Jest est vraiment... voilà, quand j'y pense encore, j'ai plein d'émotions qui me viennent. J'ai à la fois beaucoup de tendresse pour ces personnages, mais aussi de frayeur. Il y a des moments très très durs, hein, assez graphiques. Donc c'est costaud, quoi. C'est costaud à la fois au niveau du style, mais aussi au niveau du contenu. Et puis on voit aussi qu'il y a tout un arrière-plan politique. Mais l'arrière-plan politique, c'est d'ailleurs ça qui fait plus tourner le livre vers la farce. Donc c'est très intéressant. Non, vraiment, je le conseille si vous avez du temps, si vous aimez ces histoires de marginalité, de style très différents, vous pourriez passer un très très bon moment. Ou en tout cas un moment, peut-être pas un très bon moment, mais un moment intense. Voilà, c'est très intense. Voilà. Donc ça pour Infinite Jest. Deuxième livre dont je voudrais parler, c'est Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, que je n'avais jamais lu avant. Et même en disant ça, j'ai à la fois honte et je suis à la fois étonnée moi-même. En fait, quand je lisais, je me disais, mais à chaque page, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas lu ce livre avant, complètement dingue, sans vouloir paraître complètement orgueilleuse ou hautaine ou... Le mot exact ne me vient plus. Mais voilà, sans vouloir paraître toutes ces choses-là, je me suis beaucoup reconnue dans le discours de Simone de Beauvoir, notamment autour de l'imagination et de l'ambition. Ça m'a beaucoup, beaucoup émue parce que Simone de Beauvoir, ça se voit que dès le début, dès qu'elle a réalisé qu'elle était quelqu'un, elle a eu cette ambition de se parfaire, de devenir quelqu'un. Il y a vraiment cette autodétermination de soi dans tout le roman, n'importe quoi, c'est pas un roman justement, hein, mais dans toute cette autobiographie. Et je trouve que, au risque de paraître très développement personnel, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Voilà, je regrette de ne pas l'avoir lu à un autre moment de ma vie parce que je pense que ça m'aurait beaucoup... ça m'aurait donné de l'élan. Voilà, puis mais ça m'a donné de l'élan aussi hein, cette année, je pense. Je pense ouais, que ça fait partie des lectures qui m'ont donné un peu plus envie de faire des choses dans le monde réel. Clairement. Peut-être même commencer cette chaîne YouTube, c'est possible. Et puis, voilà, j'étais aussi fascinée, un peu comme une fangirl, de retrouver les lieux de Paris et de me dire qu'on a traversé les mêmes lieux quand on était étudiante. Et voilà. Ça aussi, ça m'a fascinée. De retrouver des noms connus, voilà, des trucs un peu plus superficiels si on veut. Mais voilà, je pense que ça fait partie aussi du charme qu'on peut trouver aux mémoires d'une jeune fille rangée. J'en parle très très mal, sans doute. Je regarde... Oui, voilà, puis les conversations qu'elle a avec ces personnes-là, j'étais très jalouse de tout cet univers dans lequel elle nous plonge, voilà, qui est assez fascinant. Voilà, bon, je ne vais pas en parler plus, je pense que voilà, j'en parle très mal, mais j'espère que vous avez senti mon enthousiasme en tout cas. Troisième livre sur lequel j'aimerais revenir, c'est Indice des feux d'Antoine Desjardins, qui est un livre justement qui m'avait été proposé dans la sélection de prix des libraires en scène, édition 2022. Indice des feux est écrit par un auteur québécois. On le remarque tout de suite dans le vocabulaire, surtout dans... Alors en fait c'est un recueil de nouvelles. Il y en a 4, si je me rappelle bien. Et dès la première nouvelle, on est plongé dans un univers. Et en fait, dans Indice des feux, il mêle, et ça qui est extraordinaire, il mêle le destin de notre monde avec les destins individuels.
chaque récit est écrit à la première personne, c'est toujours un personnage différent pour chaque, un narrateur différent pour chaque nouvelle. Et ce qui est incroyable, c'est que l'auteur change de style pour chaque nouvelle. Et donc on a véritablement l'impression d'une idiosyncrasie et donc d'être face à une réelle intériorité, que c'est pas un personnage, que c'est vraiment quelqu'un qui écrit ses mémoires sous forme de nouvelles. Parce que Antoine Desjardins, en plus, nous fait vraiment plonger dans l'intimité, et l'intimité parfois indicible, l'intimité parfois taboue, souvent d'ailleurs, je crois que c'est à chaque fois tabou, l'intimité émotionnelle et corporelle de ces hommes, parce qu'à chaque fois, je crois que ce sont des hommes. À chaque fois. Je viens d'avoir un... je crois qu'il y a une femme, peut-être. Voilà, bon, vous voyez mes souvenirs. Il explore les questions existentielles face à la mort, face à la maladie, très très intéressant. La première nouvelle et la dernière nouvelle explorent ces idées de la maladie, de la mort et de la vieillesse. Dès le premier récit, enfin vraiment je vous conseille d'aller, par curiosité, d'aller juste voir, lire la première nouvelle parce qu'elle est extraordinaire. Je suis sûre que ça vous donnera envie de lire la suite. Donc si je devais donner un résumé de la première nouvelle, c'est un jeune homme qui découvre qu'il est atteint d'un cancer, une leucémie, et on a toute l'exploration de sa maladie, sa traversée de la maladie. C'est extrêmement émouvant comme vous pouvez bien le croire. Et c'est fascinant parce qu'on a vraiment l'impression qu'Antoine Desjardins, il a vécu toutes ses vies. Que pour en parler si bien, pour comprendre si bien ce qui peut se passer dans la psyché humaine face à ces événements très durs qu'on peut traverser, n'importe quel être humain peut traverser, on ne peut que croire qu'il a vécu ces choses-là, qu'il en a eu l'expérience dans sa chair, parce qu'il parle beaucoup du rapport au corps, et ça, c'est l'un des thèmes que j'aime le plus. Et donc, on ne peut pas s'imaginer qu'il puisse en parler si bien sans l'avoir vécu. C'est vraiment très très fort. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu d'aller voir cette pépite. En plus, on a du vocabulaire québécois et voilà, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Voilà, c'est très très bien. Très 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 bien. Je vérifie en même temps si j'ai pas oublié de dire des choses que je voulais vous dire. Ok, on passe au prochain qui est Cher connard de Virginie Despentes. Je me souviens que j'avais pas très envie de le lire, mais ça m'arrive souvent quand tout le monde lit un livre et en parle sur les réseaux sociaux. Ça réveille la snob en moi et je me dis ah non, l'avant-garde, ah non, non, moi je ne lis pas ce qui est mainstream. Mais très clairement, j'adore Virginie Despentes. J'ai lu seulement 2 ouvrages d'elle autres. J'ai lu King Kong Theory qui m'a beaucoup marqué et j'ai lu Baise-moi aussi, qui est aussi extraordinaire. J'arrête pas de dire extraordinaire, ça va vraiment être le mot de la vidéo. Et donc, je me suis dit, bon, c'est trop bête, lisons Cher connard. La couverture aussi est extrêmement criarde. Je pense que c'est parce que Virginie Despentes elle-même doit aimer ce que moi je qualifierais de mauvais goût. Mais bon, passons. En même temps, c'est ce qui probablement me fait apprécier aussi l'œuvre. Voilà, un paradoxe comme un autre. Donc c'est une œuvre épistolaire qui, je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc je ne vais pas m'amuser à résumer, hein, mais qui est un échange de lettres, surtout entre une actrice en fin de carrière et un jeune écrivain qui vit la gloire, mais qui vit surtout un moment MeToo qui risque justement de faire basculer sa carrière, enfin qui fait basculer sa carrière et son monde. C'est très intéressant parce que j'apprécie beaucoup le style épistolaire, enfin le dispositif épistolaire, puisque ça permet de faire entendre la voix des 2 personnages, mais en plus de faire entendre la voix de
différentes visions du monde, et je trouve d'ailleurs que Virginie Despentes réussit vraiment à nous faire croire qu'on entend la voix de cet homme et on entend la voix de cette femme, et qu'elle arrive vraiment à se mettre à la place de cet homme notamment. Et c'est ça que je trouvais magnifique, que j'ai trouvé très intéressant et assez génial. Cette manière de faire parler de cet homme-là, et que ça paraisse toujours très juste. Et de les faire dialoguer, de les faire débattre sur des sujets très très sensibles, où justement il y a un clivage homme-femme, et de retrouver une parole qui sait se faire entendre autant qu'elle écoute. Ça m'a paru en fait un ouvrage nécessaire dans les débats actuels, parce que les personnages arrivent à se retrouver autour d'une commune humanité, autour de la douleur, donc notamment autour, le sujet qui est pris là, mais ça aurait pu être autre chose, je pense. La commune humanité ici, c'est la souffrance liée à l'addiction, hein, à l'alcoolisme notamment. Ouais, trouvé très important de rappeler cette commune humanité et de se relier autour de ça. Et aussi qu'elle fait l'effort de montrer des personnes qui arrivent à se comprendre sans excuser les actes inexcusables des uns et des autres, enfin surtout de l'un, et de montrer de cette manière-là que le dialogue, le fait d'écouter l'autre, permet de le transformer, que la transformation de l'être vivant, elle est possible, que tout le monde, enfin tout le monde, la plupart des gens sont capables d'être meilleurs, mais que cela n'est possible que si on s'écoute mutuellement et que si on se soutient les uns les autres. Et je trouvais ça vraiment très beau, parce qu'il y a un message d'espoir quand même. J'ai trouvé très lucide, très authentique aussi. C'est un peu même une quête de la lucidité et de l'authenticité qui me parle beaucoup, et j'ai trouvé ça vraiment très beau, parce qu'elle va au-delà de la lutte, du rapport de force, pour apporter peut-être une solution ou une demi-solution, ou en tout cas une sorte d'espoir au-delà du rapport de force, grâce notamment à l'empathie tout simplement, hein, au fait de se mettre à la place de l'autre, en tout cas d'essayer de se mettre à la place de l'autre et de voir le monde à travers ses yeux, de voir sa souffrance, de comprendre d'où il vient et d'où viennent ses actes, sans les excuser. Donc voilà, je le conseille vraiment. Puis bon, voilà, la plume de Virginie Despentes, toujours très franche, très trash parfois, j'adore. J'adore. Dernier ouvrage dont je voulais vous parler, c'est Les enfants de la Volga de Guzel Yakina, qui est une autrice russe que j'ai découvert avec le prix des libraires en scène édition 2022. Alors on traverse l'histoire de la Russie à la fin, sous Lénine et sous Staline, à travers l'histoire d'un homme qui vit en fait dans une enclave allemande en Russie, très intéressant, qui s'appelle Bach ou Bar. Et le roman mêle à la fois tout ce qui fait un roman classique. Enfin vraiment, moi je pense qu'il est très proche d'ouvrages ayant lu après Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Très clairement, elle s'est énormément nourrie d'auteurs russes classiques comme Bulgakov. On retrouve un peu ce côté magique dans l'écriture, ce réalisme mêlé à de la magie, puisqu'elle mêle à la fois ses romans classiques, mais aussi les contes. Elle parle beaucoup des contes de Grimm. Et on a vraiment une sorte aussi de récit épique à travers ce personnage qui n'est absolument pas un héros épique, donc il y a aussi une forme de modernité dans son ouvrage qui est vraiment très appréciable, puisque Barr
vraiment, c'est un peu... c'est un peu un pauvre type quand même, à certains égards. Voilà, il n'est pas respecté dans son village. Il va devoir vivre reculé, dans un endroit reculé ensuite. Donc c'est aussi, je me rends compte, un récit, comme à peu près tous les autres, un récit de la marginalité, un destin individuel qui montre aussi un destin plus large, un destin de toute une époque, de tout un peuple. Enfin vraiment incroyable, une très très belle découverte. Ça m'a donné envie de lire les autres ouvrages de Gouzel Yakina. D'ailleurs, que ce soit pour Antoine Desjardins ou pour elle, ils ont été interviewés par les libraires du prix Libraires en scène. Et je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers cette interview parce que tous les deux s'expriment remarquablement bien et je trouve leur vision du monde et leur vision de l'écriture extrêmement intéressante. Donc ça pourrait aussi vous intéresser ou vous donner envie de lire ces ouvrages. Donc voilà, là on a fait le tour un peu de mon bilan année 2022. 2023 se présente plutôt sous le signe de la relecture parce que je vais lire des ouvrages avec mes élèves. Ouais, ça va tourner souvent autour de ça. Je risque de vous en parler souvent, hein, sachez-le. Je vais lire avec mes élèves des ouvrages que j'avais déjà lus. On est en train de faire Madame Bovary avec mes secondes. Certains ont l'air d'apprécier, donc on applaudit. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Donc au moins, il y a une personne de contente dans la salle de classe. L'ouvrage que je vais relire, donc L'Assommoir, que j'ai déjà lu. Qu'est-ce qui est prévu d'autre? Alors, je suis en train de lire Le Pavillon d'or, donc, qui était proposé par Nabolita, que je n'avais jamais lu, de Mishima, que j'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas encore terminé, donc je ne peux pas trop vous en parler. Voilà. Et je pense que la prochaine vidéo sera un petit peu soit ce que je prévois de lire en 2023, soit, si je ne le fais pas avant, les lectures que j'aurais fait au mois de janvier. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez découvert des lectures qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à me dire les ouvrages que vous avez aimé lire en 2022. Moi, je suis toujours preneuse de nouvelles découvertes, surtout si vous trouvez que ce que j'ai dit correspond à certaines lectures. Ouais, j'ai très envie de lire des choses qui ressemblent aux Enfants de la Volga, Indice de feu aussi. Enfin voilà, je suis toujours preneuse de nouvelles recommandations. Bonne journée!